Le 13 novembre 2015, j'étais au Bataclan et j'ai été blessée de 2 balles dans la jambe ce soir-là. Je pense que c'était une des premières fois où je voyais vraiment un public comme ça qui était joyeux. Avec mon ami, on s'est placé dans le fond du Bataclan et puis le concert a commencé et le concert était même plutôt cool. Tout à coup, on entend des cris, les lumières se rallument et c'est là où on se rend compte qu'en fait, ça a dégénéré. Quand je les entends crier, on fait ça pour la Syrie et pour l'Irak. Je me dis que c'est peut-être un attentat, surtout qu'on n'est pas très loin. On est toujours en 2015. En janvier, il y a eu Charlie, il y a eu l'hypercacher et la connexion se fait très vite dans mon cerveau en fait. Très vite, je suis blessée, donc j'ai l'impression de recevoir un coup de marteau dans le mollet. Je me relève un petit peu. C'est là où je vois ma jambe et où je comprends que j'ai été blessée. Un garçon avec qui je rigolais pendant le concert en fait parce que j'ai failli lui tomber dessus et lui en fait il est tombé à côté de nous et en fait il meurt sur nous et très vite on l'utilise pour nous protéger si jamais il y a des tirs de balles encore. La façon dont je suis placée, je suis en face des escaliers qui montent au balcon. Il y en a un qui monte, l'autre le suit et en fait il redescend. Il tire une balle dans la tête du garçon qui était en face de moi et là il remonte et c'est ce moment-là où on comprend que ça va être notre chance et qu'on n'en aura pas d'autre si on veut sortir. Donc il y a une espèce de mouvement de foule en fait. On est sorti par le passage Amelot et en fait on s'est retrouvé sur le boulevard Voltaire. Mon ami m'a mise dans un hall d'immeuble pour pouvoir trouver quelqu'un qui pourra m'emmener à l'hôpital parce que les secours sont pas forcément arrivés encore. Elle va trouver quelqu'un qui est en pleine course dans un Uber. Ils sont ok et ils m'ont emmené à l'hôpital Saint-Antoine. Quand on arrive, on est prise en charge rapidement parce que les gens n'arrivent pas encore forcément des terrasses ou du Bataclan. On essaye d'un petit peu de voir quelle est la gravité. J'ai été montée dans ce qu'ils appellent un bunker et je voyais les médecins qui passaient avec des brancards, avec des radios qui disaient celle-là on ne pourra pas la sauver, là il va peut-être falloir couper quelque chose. C'est un moment qui est assez traumatisant. Vers 8h, on me dit vous êtes la prochaine à être opérée. La première opération, c'est ce qu'ils ont appelé une opération de parage. Alors je ne sais pas trop ce que c'est, mais je pense que c'était vraiment pour parer en fait au plus urgent. On pense que j'ai pris qu'une seule balle, qu'elle est passée, qu'elle m'a arraché la moitié du mollet. Je suis opérée et je me réveille dans cette salle où j'entends des gens qui gémissent un petit peu, j'entends un peu tout et n'importe quoi. Enfin voilà, c'est une salle de réveil d'hôpital quoi. Et la première chose que je dis, c'est que je veux voir mon amie. On m'emmène dans une chambre et je pense que c'est là où je la regarde et je lui dis qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est vraiment arrivé? Puis je vois ma jambe et c'est là où je me rends compte que en fait, oui, ça n'a pas été un mauvais rêve, que ça n'a pas été quelque chose que j'ai inventé dans ma tête et que ça s'est vraiment passé. On me réopère 2 jours après, le lundi. Et là, en fait, ils se rendent compte que j'ai toujours une balle dans le bassin. Du pubis jusqu'à la cheville, j'ai des énormes pansements. Je ne sais pas trop dans quel état elle est, en fait, et je ne l'ai jamais vraiment vue parce que j'ai jamais vraiment réussi à regarder ma jambe avant qu'on m'enlève tous les pansements et que je commence le kiné en fait. 10 ans après, j'ai 80 cm de cicatrices sur la jambe, donc ça c'est des séquelles qui partiront pas. Je dois aller voir une ostéo pour qu'on me remette un petit peu droite parce que sinon j'ai tendance à être un peu trop penchée, donc on me remet un peu le bassin. Mais les plus grosses séquelles, c'est des séquelles psychologiques. Ma vie avant le 13 novembre 2015, c'était sortir quasiment tous les soirs, aller au ciné, aller dans des bars, aller dans des concerts. J'étais quelqu'un de plutôt joyeux et insouciant, on va dire. L'après, c'est le jour et la nuit. Je suis maintenant quelqu'un qui est toujours en hypervigilance. Dès qu'elle sort dans la rue, je suis quelqu'un qui ne va quasiment plus à des concerts. J'ai dû en faire 5 en 10 ans, même pas. J'évite le plus possible de manger ou de boire en terrasse. Quand je vais au cinéma, je demande toujours aux gens s'ils ont vu le film avant moi pour savoir si, oui ou non, il y aura des armes à feu, s'il y aura des tirs, s'il y aura des explosions. Quand arrive l'automne et le mois d'octobre, ça commence à devenir compliqué jusqu'au moment du 13 novembre. J'ai l'impression qu'il y a un compte à rebours qui s'est enclenché en fait. J'évite de prévoir des trucs après le 13 novembre parce que j'ai toujours cette sensation que
peut-être je passerai pas le 13 novembre en fait. J'ai été accompagnée par des psychologues professionnels, ça je sais pas, mais disons que mon parcours psychologique a été assez chaotique. J'ai tout de suite eu ce besoin de parler, sauf que j'ai pas vraiment une chance au niveau des psychologues, entre celui qui s'est endormi pendant que je lui parlais, celui qui m'a dit que je devais m'estimer heureuse d'être vivante, que tout le monde n'avait pas eu cette chance et que je devrais regarder des films de Charlie Chaplin pour aller mieux. Après, j'ai eu celle qui m'a sauvée en faisant de l'EMDR. Et qui a dû partir à la retraite après. C'est une technique de psychologie qui a été inventée aux États-Unis après la guerre du Vietnam. C'est basé sur les mouvements du doigt de la personne qui le fait, en fait, et qui nous fait un peu comme ça, et puis nous, en fait, on doit suivre son doigt, et qui permet un petit peu d'estomper des souvenirs qui sont trop compliqués à garder. Après, j'ai voulu continuer de l'EMDR, sauf que celui que j'ai trouvé a essayé de me tripoter pendant la séance. J'ai eu celle que j'ai dû consoler. J'ai parlé pendant 10 minutes, et j'ai passé les 50 minutes qui suivaient à la consoler, et à lui dire que j'étais désolée. J'étais désolée de lui infliger ça en fait, de lui parler de ça. Et la culpabilité, c'est quelque chose qui accompagne beaucoup les survivants en fait, parce que on est désolé pour nous, on est désolé pour nos proches de leur avoir infligé une peur pareille, on est désolé d'avoir survécu, désolé par rapport à la famille de Pierre Innocenti, ce garçon qui m'avait retenu et qui est mort sur moi. On est désolé par rapport aux gens qui sont morts. Pourquoi eux et pas nous? Donc c'est une culpabilité qui est très prenante, même 10 ans après, et qui reste beaucoup. Comparé à il y a 10 ans, je dirais que ça va mieux. J'ai eu cette chance de pouvoir tomber enceinte, même si là aussi c'était pas gagné, parce que quand avec mon conjoint on a voulu avoir un enfant. J'arrivais pas à tomber enceinte, on comprenait pas pourquoi, et puis en fait on s'est vite rendu compte que les séquelles du bas du Bataclan étaient toujours là, et que je ne pourrais pas tomber enceinte naturellement. On est passé par fécondation in vitro, qui a pris du premier coup, et ma fille Apolline est arrivée au bout de 9 mois. Ça m'a aidée, oui et non en fait, parce que quand on devient parent, déjà on a toutes ces angoisses qui sont liées à devoir protéger son enfant, à devoir y faire attention, et je pense que moi c'est vraiment une vigilance qui a été accrue parce que j'ai tout le temps peur pour elle en fait, mais je pense encore plus parce que quand elle est à l'école, maintenant j'ai peur qu'un de ses profs, sa maîtresse se fasse attaquer. Quand elle est en sortie, j'ai peur qu'il se passe quelque chose. Quand on va au cinéma, j'ai toujours peur qu'il nous arrive quelque chose et de culpabiliser. Et je m'en veux, je me dis que ça sera de ma faute s'il se passe quelque chose. Puis voilà, quand elle me dit j'aimerais bien aller à un concert, un jour j'irai à un concert, moi mon premier réflexe c'est de dire non, t'iras pas à un concert, c'est hors de question, je refuse que t'ailles à un concert et qu'il t'arrive ce qui m'est arrivé. Donc c'est un immense bonheur, mais c'est vrai que c'est énormément de peur aussi. Irrationnelle. Mon hypervigilance, c'est ma meilleure amie, hein. On se tient par l'épaule, on s'accompagne au quotidien parce que elle est toujours là dès que je sors, dès qu'il y a quelque chose, elle se manifeste presque physiquement, ouais.